Bon, j'ai l'honneur de conclure cette matinée. Enfin, disons, il y aura encore le débat après. Donc moi, je vais vous parler d'agriculture, de plantes. Et je voudrais donc articuler l'exposé autour de deux points de vue. Le premier point de vue sera celui de la plante. La plante va subir les changements climatiques et on va essayer de voir un peu comment elle va le vivre. Et puis après, je pense que les questions agricoles, on l'a vu ce matin, se déclinent aussi à l'échelle des territoires. Et donc, je voudrais éventuellement situer dans le cadre de la présentation d'un projet un peu comment aborder ces différentes questions. Donc, cet exposé s'appuie donc sur deux projets. Un projet Climator, donc qui illustre plutôt la première partie, auquel je souhaiterais donc associer les différentes personnes qui ont participé à ce projet, et en particulier Nadine Brisson, qui a été la coordinatrice, qui est malheureusement décédée actuellement, et Patrick Bertuzzi, qui a la charge actuellement de valoriser les travaux qui ont été obtenus dans le cadre de Climator. Et puis Fabienne Trollard, qui a été la coordinatrice d'un projet Astuces éthiques sur lequel je vais m'appuyer pour illustrer un peu les aspects territoriaux. Donc, en ce qui concerne la plante, on va faire un peu d'écophysiologie. Comment va-t-elle réagir au climat ? Donc, le climat, il va jouer sur le rayonnement, il va jouer sur l'augmentation du CO2, sur la température de l'air, et puis sur les pluies. On a vu ce matin qu'il y avait quand même pas mal d'incertitudes autour des prévisions des pluviométries, mais ça a un impact direct sur le fonctionnement de la plante, évidemment. Donc, si on regarde un peu comment la plante, quel impact ça va avoir au niveau de la plante. Alors tout d'abord, sur l'aspect augmentation du CO2, c'est peut-être pas bon pour le climat, mais les plantes, pour elles, ça va être une chose plutôt positive, avec une productivité accrue, avec la possibilité d'augmenter la photosynthèse. Et ça va avoir comme impact donc une augmentation, je dirais, de la biomasse, et notamment de la surface foliaire, qui va aller vers plutôt une tendance à l'augmentation des besoins en eau, l'augmentation de la transpiration. Ensuite, on a donc, au niveau des facteurs climatiques plus classiques, donc l'augmentation de la température en particulier, des effets qui vont avoir lieu sur le développement de la plante, avec des modifications sur la phénologie. Il faut savoir qu'au niveau des plantes, l'horloge biologique des plantes, ce n'est pas tellement le temps, mais plutôt la somme des températures. Donc si on augmente la température, on accélère le temps pour les plantes, ce qui va faire en sorte qu'elles vont, pour les plantes annuelles, diminuer leur cycle végétatif, ce qui va avoir un impact sur la consommation en eau, un impact positif entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles vont moins consommer d'eau du fait qu'elles vont concentrer sur un temps plus court leur développement. Mais on a également les plantes pérennes qui, elles, vont plutôt avoir tendance à augmenter leur cycle végétatif, c'est-à-dire une végétation qui reprend au printemps plus tôt et qui pourra se poursuivre à l'automne plus tard. Et ça va avoir une augmentation sur les besoins en eau et la transpiration de la plante. Et puis, il y a donc une augmentation, je dirais, de la demande climatique. Alors, la demande climatique, c'est la pression évaporative que le climat exerce sur les plantes, qui est classiquement traduite par l'évapotranspiration potentielle, qui est une sorte de synthèse des différents facteurs climatiques, tels que le vent, le rayonnement, la température de l'air et l'humidité de l'air. Et ça, on s'attend quand même à une augmentation. Les études qui analysent le climat passé montrent que, globalement, la demande climatique va augmenter. Donc on se situe dans un système où on a à la fois donc, des effets croissants sur l'évapotranspiration, liés au fait qu'il y a beaucoup de carbone, liés au fait qu'il y a la température qui peut augmenter, mais également des effets décroissants liés à la réduction des cycles végétatifs. Et finalement, ce n'est pas forcément si simple que ça et trivial de dire, voilà, le changement climatique, ça va conduire à une augmentation des besoins en eau des plantes. On verra dans l'exposé que ce n'est pas toujours le cas. Alors, pour illustrer un peu ces constats, deux résultats un peu emblématiques, on pourrait en présenter beaucoup, mais des constats donc, déjà observés. Donc ici, sur cette courbe, vous avez l'évolution donc, de la pluviométrie annuelle sur la station d'Avignon. Donc bientôt, ça sera le climat de Lyon. Hein. Il n'y a pas le Mistral à Lyon encore, je crois. Et puis, il y a l'autre tendance, c'est l'évapotranspiration potentielle, donc, qui est ce fameux calcul qui synthétise les différents facteurs climatiques. Donc au niveau du climat, on voit une variabilité. Il est encore assez difficile de dégager, au niveau de la pluviométrie, il est difficile de dégager des tendances. Par contre, celle sur l'évapotranspiration potentielle apparaît de manière très claire. C'est la courbe du haut là, qu'on voit ici. Alors, je ne sais pas où elle...
j'arrive pas à voir. Bon, c'est la courbe du haut qui est ici, avec une augmentation qui, sur 20 ans, enfin un peu moins de 20 ans, est de l'ordre de 10%. C'est considérable. C'est vraiment pratiquement, il y a une demande climatique qui est supérieure de 50 à 100 mm par an, au niveau uniquement par le fait que le climat ait changé. Et donc un autre résultat qui est assez emblématique, qui montre que le changement du climat, ça joue sur les plantes. Là, c'est un exemple qui est souvent exposé, donc les dates de vendange à Châteauneuf-du-Pape. On voit très clairement depuis les années 45 une diminution, enfin un rapprochement vers les périodes plus précoces des vendanges d'environ un mois. On est passé de début octobre à début septembre en l'espace de 45 ans. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu, donc voilà, on est un constat, on a des processus qui vont un peu dans tous les sens. Donc l'objectif du programme Climator, ça a été de faire un peu le tri dans tout ça, et essayer de proposer une sorte de panorama sur le fonctionnement des plantes et la manière dont elles vont réagir, enfin les peuplements végétaux vont réagir au climat. Donc il fallait fournir un certain nombre de résultats, alors prévisionnels ou tendanciels, enfin peut-être le terme n'est pas forcément le plus adapté si je me fie à l'exposé d'Éric, mais quelque part, donc c'est une projection sur le futur pour voir un peu ce qui va se passer. Et donc ça s'appuie sur un exercice de simulation de l'impact des changements climatiques en utilisant des modèles écophysiologiques qui prennent à la fois en compte le développement de la plante sous l'influence du climat, donc toutes ces histoires de réduction des cycles et tout ça sont pris en compte, et qui permettent de calculer le bilan hydrique du sol et donc les interactions sol-plante. Donc là-dessus, l'idée, ça a été de construire une sorte d'analyse à l'échelle du territoire français sur les principales cultures actuellement produites, comprenant aussi la prairie et les forêts, et puis en essayant de prendre en compte les pratiques des agriculteurs et les différents contextes pédoclimatiques français. Donc ça, c'est un exercice qui se limite à l'aspect, on va dire, biotechnique et qui ne prend pas en compte d'autres facteurs socio-économiques qui ont été un peu évoqués dans les exposés précédents. Donc là, c'est vraiment une image, on va dire, biophysique du climat sur les plantes. Donc ici, vous avez les diagrammes qui illustrent cette démarche. Donc la carte de France avec les 12 stations climatiques métropolitaines, plus une station climatique en Guadeloupe. Donc, qui ont été utilisés dans l'étude. Les différents systèmes de culture, donc on voit donc la vigne, des grandes cultures, donc ça a été le sorgho, le maïs, le colza, je crois, et le blé. Et puis des systèmes tropicaux, donc la culture de banane, la prairie permanente et les forêts. Et l'étude s'est articulée sur des zooms, sur 3 fenêtres, on va dire, temporelles, qui est donc le passé récent, donc la période qui vient de se passer, donc le futur proche, entre 2021 et 2050, et un futur plus lointain entre 2071 et 2100. Et donc tous les résultats que je vais vous présenter s'appuient sur ces fenêtres et sont des statistiques faites sur les différentes fenêtres temporelles. Donc, pour pouvoir évaluer les besoins en eau, quelques grandeurs qui vont être utilisées dans cette analyse. Donc tout d'abord, il y a le déficit climatique. Donc j'ai parlé d'évapotranspiration potentielle qui est marqué ici en T0. Et un des termes qui est important, c'est la différence entre la pluie et le T0. Donc à l'échelle de l'année, ça donne une idée du stress hydrique qu'on peut avoir au niveau d'un territoire. Ensuite, il y a des grandeurs qui sont plus associées aux plantes et on va dire leur confort hydrique, avec 2 termes qui vont être utilisés, qui sont l'ETM moins l'ETR. Donc l'ETM, c'est ce que transpire la plante si elle n'est pas soumise à un stress hydrique, et l'ETR, c'est ce qu'elle transpire réellement. Et donc l'ETM moins l'ETR, ça va plutôt quantifier les besoins en eau, le déficit qu'il faudra éventuellement combler par de l'irrigation. Donc on peut associer derrière ce critère-là des volumes d'eau qu'il va falloir éventuellement apporter aux cultures. Et puis le rapport ETR sur ETM, c'est plutôt l'état de la plante. Je veux dire, plus ce rapport est proche de 1, plus la plante, on va dire, est en bonne santé et pourra avoir une production satisfaisante. Et puis, il faut également penser aux autres, c'est-à-dire que les plantes, elles sont sur un milieu, et c'est souvent un lieu de passage de l'eau. Et donc, on s'est intéressé également à un indicateur qu'on appelle PERCOL, mais qui serait grosso modo la recharge de la nappe. Donc, c'est de l'eau restituée au milieu par les systèmes de production. Et globalisé à l'échelle de l'année, vous verrez que ça engendre des comportements suivant les types de cultures qui sont très différents.
Alors tout d'abord, rapidement, donc, des cartes France sur ce fameux P-ET0. Donc toute la présentation que je vais vous faire se situe sur le scénario A1B. Donc c'est le scénario intermédiaire hein, qui a été présenté. C'est peut-être pas forcément le plus probable, mais enfin disons c'est celui qui est intermédiaire. Et on voit donc très clairement donc, des zones déficitaires au stade actuel qu'on retrouve essentiellement dans le sud-est et puis sur certaines parties de l'ouest. Mais également, donc, on va voir que petit à petit, ce déficit climatique, hydrique climatique, va s'amplifier dans le passé récent, dans le futur proche et le futur lointain, et, principalement sur la façade, on va dire, ouest du territoire français, où on pressent un certain nombre de problèmes d'alimentation hydrique qui vont être assez importants. Donc maintenant, si on regarde un peu le confort hydrique des plantes pour deux cultures, le blé et le tournesol, alors ce graphique paraît très compliqué, mais je vais vous l'expliquer. Alors en code de couleur, vous avez les différentes stations, donc les 12 stations en France métropolitaine. Et puis donc pour chacune des couleurs, on a relié les courbes au cours du temps. Donc avec en rond, ça correspond au passé récent, les carrés correspondent au futur proche et les triangles correspondent au futur lointain. Donc là-dessus, ce qu'il faut voir, c'est que pour chacune des stations, donc on a un mouvement, on va dire, vers la gauche du terme P-ET0, donc bien cette confirmation de l'augmentation du stress hydrique. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir un peu le comportement des plantes à l'égard vis-à-vis de ce stress hydrique. Et je vous invite déjà à regarder les résultats peut-être les plus surprenants, qui sont ceux d'Avignon et de Toulouse, donc les cours de bleu foncé et celles qui se trouvent ici, là. Voilà. Où finalement on s'aperçoit que même s'il y a une augmentation du déficit hydrique, on s'aperçoit que le confort hydrique des plantes, là on a ETM moins ETR, le confort hydrique a tendance à s'améliorer. Et ça c'est lié, c'est typiquement la répercussion du fait que le cycle végétatif se raccourcit. Donc, on peut dire, ben voilà, moins d'eau, les plantes vont souffrir, mais pas forcément. Elles vont avoir moins besoin d'eau parce qu'elles vont raccourcir leur cycle. Donc, cette histoire de raccourcissement du cycle qui pouvait paraître un peu anecdotique, finalement, est un phénomène assez important. Et si on regarde les autres sites, on s'aperçoit que dans la plupart des cas, on a une augmentation, enfin une dégradation du confort hydrique des plantes dans la première, entre le passé récent et le futur proche. Mais par contre, dans le futur lointain, dans bien des cas, on a une amélioration entre guillemets, du confort hydrique des plantes qui est justement lié à ce problème de durée des cycles. Ceci dit, donc ça c'est des valeurs annuelles et donc il faut aussi s'intéresser, quand on est agronome, sur des phases critiques de production de la plante et notamment il y a une phase qui est importante, c'est entre la floraison et la récolte, c'est là où on a le remplissage des grains. Et donc on peut analyser un peu plus en détail le confort hydrique. Donc ici on a le rapport ETR sur ETM, donc plus les ronds sont grands, plus ce rapport est élevé, proche de 1, et plus on a une situation favorable à la plante. Donc on s'aperçoit que globalement sur l'ensemble du territoire français, sur cette phase critique pour la production, on a malgré tout une diminution quand même assez significative du confort hydrique. Et de manière plus anecdotique, on peut s'apercevoir que dans certaines stations, il y a des ronds qui apparaissent que sur le futur proche ou le futur lointain, ce qui illustre également le fait qu'il y aura de nouvelles opportunités pour des cultures liées au changement climatique sur le territoire français. Et clairement, donc c'est une station qui est située en altitude, par exemple, on pourra faire du tournesol à l'horizon dans le futur lointain. Donc après, quels sont derrière ça un peu les leviers d'action? C'est-à-dire que donc on peut jouer sur les systèmes de culture, choix des systèmes de culture. On peut jouer sur la variété. Donc ici, vous avez une illustration du confort hydrique en fonction de deux variétés. Donc à gauche, vous avez une variété tardive et à droite, vous avez une variété précoce. Et vous pouvez voir que on peut jouer de l'ordre de 10% sur ce confort hydrique uniquement par la sélection variétale. Et les sélectionneurs sont actuellement dans les starting blocks pour préparer les variétés qui vont permettre de faire face un peu à ces challenges en termes d'alimentation hydrique. Alors il y a également l'irrigation, hein, donc c'est sûr qu'on va pas, si on peut, on va quand même essayer d'accompagner les plantes par l'irrigation.
Donc là, on a deux situations, enfin le même type de culture de maïs avec deux types de scénarios climatiques qui montrent en général, suivant les endroits, qu'il y a une augmentation des besoins hydriques, donc d'irrigation entre le passé récent et le futur proche. Donc c'est grosso modo, c'est l'irrigation des prochaines années qui est en jeu. Par contre, au-delà du terme entre le futur proche et le futur lointain, selon les scénarios, on arrive à des résultats contradictoires. Donc on arrive toujours sur ce problème d'incertitude, c'est-à-dire que tirer des conclusions sur la base d'un seul scénario est probablement problématique, et donc on n'a pas forcément d'idées très, très, très claires sur quels seront les besoins d'irrigation dans le cadre du futur lointain. Donc concrètement, en moyenne, pour la culture de maïs, on arrive à des besoins de l'ordre de 40 mm en plus par rapport à la situation actuelle. Donc maintenant, si on s'intéresse à la restitution d'eau vers les nappes, on se trouve donc confronté finalement à la question qu'est finalement nos systèmes de production agricole, qu'est-ce qu'ils vont restituer au milieu. Et donc on peut établir, grosso modo, avec les modèles de culture qui ont été établis, la quantité d'eau en excès qui va percoler à la base du système. Et on s'aperçoit ici que l'on a un résultat qui est assez intéressant, c'est que quelle que soit la région climatique de France et quel que soit le terme climatique, on arrive à une sorte de relation assez générique entre les besoins, entre l'eau restituée au milieu et le degré de précipitation. Et donc on a pratiquement la baisse de pluviométrie peut être reliée par ces relations de manière assez directe à la quantité d'eau qui va être restituée vers les nappes. Et donc très clairement, une baisse de pluviométrie va engendrer une baisse de la recharge en eau. Ceci dit, excusez-moi, suivant le type de production ou de couverts végétaux, cette relation va varier. Et on voit ici, grosso modo, une sorte de gradation de réduction avec les situations les plus favorables correspondant aux forêts à feuilles caduques. Donc on comprend bien que pendant la période hivernale, il n'y a pas de transpiration liée au fait que les arbres n'ont pas de feuilles. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que derrière les systèmes de culture, il y a des systèmes de culture plus ou moins favorables qui restituent plus ou moins d'eau au milieu par leur présence et leur phasage avec le climat au cours de l'année. Et donc on s'aperçoit par exemple que les cultures d'hiver ont tendance à être plus favorables, notamment quand les précipitations sont un peu importantes, que des cultures de printemps. Et donc un autre levier d'adaptation peut être de jouer sur la répartition entre cultures d'hiver et cultures de printemps, justement pour essayer de mieux maîtriser cette question de la recharge. Donc maintenant, je vais brièvement passer à l'échelle des territoires, parce que je crois que ce matin, on a quand même beaucoup insisté sur que finalement les questions se posent à l'échelle des territoires qui posent un peu leur spécificité. Donc le territoire, ça peut être un aquifère, un bassin versant, une entité administrative. Toutes ces entités ont été évoquées ce matin. Et je dirais que raisonner les questions agricoles dans ce contexte-là soulève deux questions. La première, c'est donc quelle sera la ressource hydrique disponible dans le futur, c'est grosso modo est disponible pour l'agriculture, sachant que cette ressource va évoluer avec le climat, mais également avec l'évolution des besoins des autres secteurs d'activité qui souvent risquent même d'être prioritaires, c'est-à-dire qu'on risque quand même d'approvisionner en eau potable les gens avant d'approvisionner les cultures. Mais ça doit être aussi situé dans un contexte futur. Et on parle du climat, mais je crois qu'il est important de situer aussi quels seront les enjeux de l'agriculture au terme 2030-2050, donc à ces mêmes échéances que l'on a avec le climat. Et là-dessus, il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a un certain nombre de choses qui risquent d'évoluer et qu'il va falloir prendre en compte aussi dans les raisonnements pour raisonner les interactions ressources en eau, agriculture. Notamment, donc, il y a corrélativement avec le changement climatique, il y a les problèmes énergétiques qui vont se poser et aussi des problèmes d'approvisionnement en ressources de fertilisants. Alors on s'attend quand même à une diminution des ressources en phosphore qui vont avoir un impact direct sur la manière de cultiver. Et la fertilisation azotée est complètement tributaire de la production énergétique. Pour faire de l'azote, il faut consommer de l'énergie. Donc on peut se trouver avec des besoins nouveaux en termes de nécessité de production agricole,
avec peut-être des balances entre production alimentaire et production de biomasse pour l'énergie qui vont changer. La nécessité de relocaliser certaines cultures ou bien carrément travailler avec des systèmes à plus bas niveau d'intrants qui vont occuper des espaces complètement différents. Donc pour ça, dans le projet Astuces éthiques, on s'est intéressé donc à la plaine de l'Accro. Plaine de l'Accro qui présente la spécificité donc de couvrir un aquifère assez important qui alimente une population de 300 000 habitants et qui est principalement rechargé par l'irrigation des prairies irriguées, les prairies de Pointe-Cros. Et donc les questions qui se posaient à l'échelle de ce territoire étaient des questions autour de quels sont les besoins en eau pour l'irrigation de cette plaine de Cros, quel va être l'impact sur l'évolution de la recharge et quel sera le devenir de la production. Ce terme-là, je ne vous en parlerai pas. Donc pour aborder ça, on a besoin maintenant de travailler avec plus le modèle de culture écophysiologique qui travaille sur un peuplement végétal, mais de prendre en compte, je dirais, les hétérogénéités spatio-temporelles, où on va essayer de combiner à la fois donc la variabilité climatique, la variabilité des sols, et puis la variabilité des usages des sols, et de pouvoir déterminer un certain nombre d'itinéraires techniques qui vont avoir un impact direct sur le cours de la végétation et les consommations en eau qu'il va y avoir. Donc actuellement, au niveau de l'INRA, on travaille un peu sur ces simulateurs régionaux où pour qu'on puisse donner des sortes d'indicateurs régionalisés, tenant compte un peu vraiment de toutes ces interactions assez fines entre les contextes pédoclimatiques et les besoins en culture. Donc je vais donner juste un résultat pour illustrer ce qu'on fait. C'est actuellement, je dirais que c'est le cours de la recherche. Donc actuellement, on est là-dessus. C'est nos thèmes de recherche. Et peut-être qu'ici, il y a des élus ou des responsables de programmes qui vont passer des programmes de recherche dans cette mouvance-là. Donc sur la plaine de l'Accro, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi prendre en compte les autres usages et l'impact sur l'occupation des terrains. Donc on a pris en compte dans le projet Astuces éthiques à la fois l'impact du climat, mais également l'impact de l'évolution de l'occupation des surfaces, en simulant un peu quel pourrait être notamment l'impact de l'évolution de l'urbanisation. Et vous avez ici en vert l'emprise urbaine actuelle sur le territoire qui a été mesurée en 2009 et les projections par des modèles qui prennent en compte les tendances mais également des hypothèses sur des choix économiques qui peuvent être pris sur la zone, qui montrent donc l'extension urbaine de l'ordre d'une trentaine de pourcents liée sur cette période-là. Et donc il est important de voir un peu comment tout ça impacte les ressources hydriques, non pas uniquement l'aspect climatique, mais aussi ce qui se passe sur le territoire. Donc ici, on a travaillé sur une hypothèse. Donc ici, on a la référence qui est entre la période passée récente, là c'est 2001-2010. Ici, c'est grosso modo donc une période 2025-2035, donc une échéance plutôt un futur proche, avec la référence qui correspond, on continue à irriguer de la même façon en satisfaisant les besoins de la même façon qu'actuellement, ou au contraire, on apporte une réduction de 30% des quantités d'eau apportées sur la zone, qui sont vitales pour la recharge de la nappe, qui viennent du système durantien. Alors 30%, c'est un peu arbitraire, mais on est dans les ordres de grandeur, malgré tout, de ce qui a été dit ce matin sur le débit du Rhône. Enfin, on peut quand même imaginer que ce n'est pas complètement farfelu comme hypothèse. Et donc, derrière ça, il y a des petites variantes que je décrirai par la suite. Donc ici, par exemple, on a le ratio entre la quantité d'eau transpirée, donc en bleu, et la quantité d'eau de recharge. Et on s'aperçoit que ce ratio va vers une augmentation de la transpiration et une diminution de la recharge. Et donc ça mérite d'être analysé un peu plus quantitativement. Où ici, donc, on a les volumes d'eau qui sont concernés sur les prairies irriguées au niveau du territoire. Donc on s'aperçoit qu'entre le passé récent et le futur proche, on a une augmentation de l'évapotranspiration, qui est compensée par une augmentation de l'irrigation, donc des besoins d'irrigation, si on les satisfait. Et que ça, du coup, ça va complètement... en fait, cette eau supplémentaire va uniquement servir à compenser l'évapotranspiration et ne va pas permettre de contribuer à la recharge de la nappe. Donc si maintenant on complexifie un peu la chose et on réduit de 30%, on s'aperçoit qu'au niveau de l'évapotranspiration réelle, il n'y a pas de modification majeure. Ça veut dire que quelque part, il y a un confort hydrique des plantes qui était garanti et peut-être voire en excès.
Donc ici, on voit l'irrigation qui effectivement diminue 30%, mais par contre, au niveau de la recharge de la nappe, on paye cash, on va dire, cette diminution de l'irrigation. Et si on couple ça avec des modèles hydrogéologiques, on s'aperçoit que très rapidement, on a une diminution drastique du niveau de la nappe dans ces systèmes. Et puis, si on peut se dire, oui, mais de toute façon, l'urbanisation va sacrifier des terrains agricoles, donc on pourra redistribuer cette eau sur les terres agricoles en restant sur cette hypothèse de moins 30%. On s'aperçoit que oui, on améliore un petit peu la recharge de la nappe, mais on est dans un ordre de grandeur complètement différent de celui qui a été piloté par la quantité d'eau apportée au territoire. Et donc là, ça souligne bien l'importance de ces arbitrages qu'il va y avoir au niveau de la ressource hydrique, et qui vont avoir un impact majeur, soit directement sur l'agriculture, soit sur des effets induits par l'agriculture, qui est la recharge des nappes. Donc j'arrive à la conclusion. Voilà, donc brièvement au niveau de la conclusion, donc au niveau des peuplements, bon, globalement, malgré tout, on va plutôt vers une diminution du confort hydrique des plantes, mais l'aspect phénologie va quand même atténuer assez sensiblement cette dégradation du système. Le point le plus important, ça va être plutôt le changement climatique, les interactions que les couverts végétaux vont avoir avec le milieu, et notamment la restitution d'eau vers les nappes va diminuer de manière significative. Et c'est finalement la conjonction de ces deux facteurs, diminution du confort hydrique qu'on va compenser par de l'irrigation et diminution de la restitution d'eau, qui peut générer les tensions sur l'utilisation de l'eau future. Donc il y a plusieurs leviers pour s'adapter, donc à travers le choix variétal, le choix des systèmes de culture qu'on veut mettre, et puis évidemment l'irrigation. Donc quelque part, il faudra, je pense, malgré tout, bien toujours penser à la place de l'irrigation dans l'avenir de ces territoires. Alors au niveau des territoires, donc, on va vers des démarches beaucoup plus intégrées, donc qui, vous voyez, n'intègrent pas uniquement l'aspect, on va dire, purement agricole, mais doit intégrer aussi des prospectives socio-économiques pour pouvoir justement donner des réponses pertinentes, territoire par territoire, sur les enjeux agricoles et des interactions avec la ressource hydrique. Et là, donc, j'ai listé un certain nombre de projets qui sont actuellement en cours, qui traitent plus ou moins de ces questions. Merci beaucoup. Merci bien.